et bienvenue dans Cult Fiction, le podcast des explorateurs du cinéma signé Télé Loisirs. Grand classique oublié, série B décomplexée, plaisir coupable, film passé totalement inaperçu, Cult Fiction est là pour vous faire découvrir tous les vendredis ces merveilles merveilleuses dénichées sur les plateformes SVOD telles que Canal+, Netflix, Amazon Prime ou OCS. Mon acolyte, le voici, looké comme un vampire décadent, assoiffé de sang et fan de New Wave gothique. Marc Carlin, salut Marc. Salut Yann, oui tu m'as percé à jour j'ai envie de dire. Tu me fais peur. Aujourd'hui dans Cult Fiction, Les Prédateurs, film de vampires branché sorti au cinéma le 13 juillet 1983 et disponible actuellement sur Netflix. Cette femme court le plus grand danger. Et là, ça vient, hein? Protégez-la. Secourez-la. Car en elle vient de s'éveiller une horrible, une irrésistible envie. Les prédateurs. John Blaylock, cette même envie lui a donné la vie éternelle. Jusqu'à présent. Priez pour lui. Alors Marc, Les Prédateurs, ça raconte quoi ? On suit la belle et élégante Miriam Blaylock qui mène une vie luxueuse et oisive à New York avec son mari John. Et en réalité, Miriam, c'est un vampire âgé de 3000 ans qui possède le don de l'immortalité et le don de la jeunesse. Mais seulement voilà, John est frappé d'un processus de vieillissement accéléré. Pour tenter de la sauver, Myriam va faire appel à la séduisante Sarah, qui est un docteur spécialiste des mécanismes du vieillissement. Mais Sarah, elle plaît bien à Myriam, du coup, et ça va créer un petit problème. Miriam Blaylock. Elle se repaît un jour sur 7 de ses victimes. Et bientôt, elle deviendra, sous vos yeux, une chose que vous n'oublierez jamais, quoi que vous fassiez ou tentiez de faire. Ne croisez pas son chemin. Qu'est-ce que vous m'avez fait? Alors comme ça, les vampires sont devenus des nightclubbers ? Eh ben, on dirait bien, ouais. Effectivement. Le film s'ouvre en fait sur une scène de boîte de nuit où on découvre David Bowie et Catherine Deneuve, donc nos vampires, en pleine recherche... Pleine chasse. Pleine chasse, voilà, de sang frais, dans tous les sens du terme, avec un look très années 80, très cuir, et avec derrière un fond musical assez célèbre, je crois. Ouais, c'est un morceau un petit peu connu, mais pas très connu du grand public. Ça s'appelle Bela Lugosi's Dead, par un groupe mythique de cette époque-là, Bauhaus. Et Bela Lugosi, pour la petite histoire, c'est le premier interprète, un des premiers interprètes stars de Dracula au cinéma, en 1935, dans La Marque du Vampire. Bela Lugosi's dead. Et donc effectivement, le ton est donné dès les premières minutes du film. On est dans l'esthétique des années 80, on est dans ce côté comme ça très bleuté, des couleurs très froides, et on a donc ces personnages qui sont des espèces effectivement de nightclubbers décadents, personnages qui n'ont absolument rien à voir avec l'imaginaire autour des vampires, l'imaginaire classique autour des vampires. Complètement, c'est le côté mais carrément révolutionnaire de ce film. Ouais. Parce qu'on est vraiment dans la réinvention pure du mythe du vampire, c'est ça qui est assez incroyable. Et pour terminer sur la scène d'ouverture, on est carrément dans un clip vidéo en fait. C'est quasiment un film dans le film. Et après la rencontre et la mise à mort des clubbers, pauvres victimes du couple vampirique, on passe vraiment au film, quoi. Mais ce qui est vraiment fort, c'est ça, on avait tous l'habitude du Dracula en smoking, décrépit dans son château. Le pieu, l'ail. Ouais, tout ça, les gothique anglais, même jusqu'au film de John Badham, juste un petit peu avant. Et Tony Scott est arrivé, il a balancé ça complètement à la poubelle. Et donc, son film révolutionne complètement le mythe. Ouais, alors Tony Scott, on peut peut-être dire un peu qui c'est, d'où il vient. Donc c'est le frère de Ridley Scott. Et les frères Scott, ils se sont fait connaître dans les années 70, dans la publicité d'abord, en faisant beaucoup de pubs. Et donc Ridley est passé à la réalisation avec le film Les Duellistes. Et ensuite a connu un énorme succès avec Alien, ensuite Blade Runner. Donc il avait pris quand même pas mal d'avance sur son frère, qui a commencé sa carrière au cinéma en 83 avec ce film, Les Prédateurs. Mais ce qui est vraiment fort, c'est cette espèce de modernisation du mythe du vampire, et ce qui a vraiment entraîné dans son sillage un nombre invraisemblable de nouveaux films de vampires où c'était vraiment carrément urbain, moderne. On peut penser par exemple à Vampire, vous avez dit Vampire en 1985, Life Force, Les Frontières de l'Aube de Catherine Bigelow, qui est un grand film qui a vraiment complètement révolutionné le thème du vampire. Embrasse-moi Vampire avec Nicolas Cage, qui est une belle pépite aussi à découvrir, voire même Buffy. Oui, c'est vrai. De 1992, le film, pas la série, qui a entraîné la série après, Innocent Blood, voire même Entretien avec un vampire, auquel on pense vachement en voyant le film. Voilà, jusqu'à Morse, qui est un des grands chefs-d'œuvre du film de vampire contemporain en 2008. Et Tony Scott, il avait produit d'ailleurs une série télé à la fin des années 90 qui s'appelait aussi Les Prédateurs, consacré au thème du vampirisme. Donc il n'a pas fini non plus avec ce thème dans sa carrière. Là, on a parlé un peu de l'influence qu'a eu le film sur ses successeurs, mais on peut parler aussi des influences de Tony Scott pour faire le film. Moi, je vois vraiment le cinéma italien fantastique des années 70, les films de Lucio Fulci comme L'Au-delà,
ou de Dario Argento, avec le côté vraiment complètement éthéré, où on casse complètement la narration, on est dans le sensoriel et dans le visuel pur. Et vraiment dans une espèce d'esthétique un peu clipesque qui est vraiment, vraiment impressionnante. Aussi, ce qui est très amusant dans le film, comme Catherine Deneuve, le personnage de Catherine Deneuve a 3000 ans, donc elle vient de l'Égypte ancienne. Le personnage de David Bowie, lui, vient du 17e ou 18e siècle. Et t'as vraiment l'impression qu'il vient de Barry Lyndon. Parce que le film, dans la musique du film, t'as à la fois de la pop contemporaine et de la grande musique classique. T'as un morceau qui était dans Barry Lyndon. Ouais. Donc t'as vraiment l'impression quelque part que c'est la suite, une espèce de suite tordue de Barry Lyndon. Ouais, c'est vrai. Il y a une utilisation de la musique qui rappelle Barry Lyndon. Et en même temps, des morceaux effectivement modernes. Il y a Bauhaus, dont on a parlé tout à l'heure. Il y a un morceau de Iggy Pop qui s'appelle Fun Time, qui a été écrit par David Bowie. Oui. Voilà, tout se recoupe. Et puis effectivement, il y a beaucoup de musique classique. Et juste pour la petite histoire, c'est Tony Scott a réalisé un plan de Barry Lyndon. La beauté hors du temps de Catherine Deneuve, l'élégance cruelle de David Bowie et la chaleureuse sensualité de Suzanne Sarandon se conjuguent dans ce conte noir, pervers et effrayant. Et tu parlais de David Bowie. David Bowie, à cette époque-là, c'est une espèce d'icône pop, mais ultime, quoi. Ouais, en fait, il venait de faire Let's Dance, donc énorme carton. C'est un peu un retour à un Bowie hollywoodien, un petit peu sorti de tout son exil berlinois, un peu chelou, avec des albums qui n'ont pas forcément fonctionné, expérimentaux, fantastiques. Et là, c'est un Bowie très, très grand public, on va dire. Oui, et un Bowie aussi qui revient au cinéma après son rôle dans L'homme qui venait d'ailleurs. C'est aussi un acteur vraiment atypique, avec son regard félin, ses yeux vairons, l'impression qu'il vient d'une autre planète. D'ailleurs, il a enchaîné après avec un autre grand film tordu, c'est Furio. Ouais. C'est vraiment le firmament de l'aura magnétique et folle de David Bowie. Et on a Catherine Deneuve, du coup, qui a peut-être, moi je trouve, a jamais été aussi belle, a jamais été aussi magnétique que dans ce film. Et en même temps, elle est aussi un peu terrifiante, quoi. Enfin, cette espèce de blancheur absolue, là, et cette fausse pureté de magazine. Enfin, elle a un côté esthétique de papier glacé. Ouais, complètement. T'as l'impression qu'ils sortent tous des pages de Vogue. Mais il y a un thème qui est hyper intéressant aussi, qui contribue à la modernité de ce film. La thématique du vieillissement et de la mort et du sang. Et on pense beaucoup l'épidémie de sida qui commençait vraiment à poindre à cette époque-là. Complètement, ouais. Enfin, c'est quelque chose qui est vraiment sous-jacent dans le film. Ce côté épidémique, effectivement, c'est assez dur. Et il y a des séquences très, très dures quand même. Hein. Enfin, il y a des séquences, notamment avec des singes, d'expérimentation avec des singes, que le personnage de Suzanne Sarandon utilise pour... Oui, parce qu'elle étudie la progéria, en fait. La progéria, c'est une maladie du vieillissement accéléré. C'est les enfants vieillards qui décèdent à 12-13 ans, comme ils ont un look de petits vieux, en fait. C'est vraiment une rencontre de ces deux thématiques-là qui sont des thématiques passionnantes. Et du coup, effectivement, les singes, on peut aussi penser au sida. Donc, il y a tout ça là-dedans. C'est une espèce de métaphore assez crue, assez dure là-dessus, quoi. Il y a aussi, alors, dans le côté, autour de du thème de l'immortalité, ce qui est hyper intéressant, c'est pourquoi David Bowie, le personnage de David Bowie, n'est pas immortel comme l'est le personnage de Catherine Deneuve. En fait, c'est pour ça que moi je trouve qu'il y a une parabole avec le sida, c'est que en fait tu comprends qu'il commence à décrépir à partir du moment où elle arrête de l'aimer. Oui. C'est vraiment le lien entre les deux, c'est l'amour, et en fait comme elle commence déjà à en avoir assez de lui, et tu sens qu'elle l'a fait tout au fil de sa vie en fait, et elle commence à s'intéresser effectivement à Suzanne Sarandon. Et dans le film il y a une scène saphique, et c'est une des premières scènes de ce genre au cinéma, dans un film grand public. Ouais, c'est vrai, c'est une scène qui a marqué le public pour ça. Alors aujourd'hui, quand tu la revois, elle a perdu un peu de son côté subversif. Hein, elle fait très porno-soft du M6 du dimanche soir de l'époque. Hein. mais par contre, c'est vrai qu'on comprend qu'à l'époque, dans un film grand public avec David Bowie et Catherine Deneuve, ça a pu créer un certain trouble. Pour toujours, fais toujours. Les signes vitaux internes et externes s'arrêtent ici. C'est vraiment une esthétique fondatrice des années 80. T'as l'impression d'être dans un clip, sauf que t'es pas dans un clip. Tous les clips vidéo qui vont succéder au film auront manifestement été influencés par ce film-là. On est vraiment dans un espèce de formalisme expérimental, sensoriel, esthétique, ésotérique, éthéré et érotique. C'est un film à la fois complètement détaché et en même temps très très profond. C'est un truc très très étrange. Ouais, c'est ça. C'est un truc léger, quelque part. Il n'y a pas vraiment de scénario qui se suit. C'est des espèces d'impressions, mais il n'y a pas de fil conducteur qui soit très très fort. Par contre, c'est des visions. Et puis il y a surtout un montage qui est incroyable. Moi, je trouve que tout le film repose sur le montage, qui est assez brutal
Et il y a comme ça des éclats. C'est un film qui fonctionne par éclats. Ouais, c'est quasiment expérimental en fait. Ouais. Et t'as vraiment l'impression d'être dans un énorme clip, alors que paradoxalement, Tony Scott, lui, vient de la pub. Des clips, il en a fait quasiment pas. Il en a fait un pour une chanson de Top Gun, il en a fait un pour George Michael. Ouais. Alors que vraiment, quand tu vois ça, tu vois toute l'esthétique des clips des années 80. C'est vraiment paradoxal, c'est assez étonnant. C'est les clips qui se sont inspirés peut-être du film. Oui, alors t'as aussi... moi, le clip qui me fait vraiment penser à ça, c'est l'invraisemblable Total Eclipse from the Heart de Bonnie Tyler, avec les rideaux qui volent, l'atmosphère bleutée, le manoir, l'école. Enfin, Ça, on a clairement tout ça dans le ouais, film. c'est réalisé par Russell Mulcahy, mais Russell Mulcahy, lui, il faisait déjà des clips avant Les Prédateurs. C'est aussi un des inventeurs de l'esthétique des années 80. Mais ce fabuleux clip de Bonnie Tyler, si vous l'avez jamais vu, regardez-le, c'est un truc invraisemblable. C'est vraiment une espèce de déclinaison du film en clip, quoi. Ouais, mais ça, c'est effectivement la partie immergée du film. C'est-à-dire que on peut même trouver ça un peu daté et un peu s'en moquer à certains moments. Mais une fois qu'on rentre dans le film, vraiment dans le cœur du film, je trouve que en fait, ce côté très esthétique, voire esthétisant, finalement, il recèle quelque chose de beaucoup plus Profond, ouais. Sombre. Ah oui, c'est ça qui masque, en fait. C'est ça qui est intéressant d'aller chercher derrière l'imagerie TOC pendant très longtemps. Maintenant, c'est une esthétique qui est revenue. Donc, je pense que le film va enfin être un peu redécouvert. Il est un peu anonyme, ce film-là de Tony Scott. C'est après qu'il a explosé. Mais c'est vraiment un film qui a influencé, on peut penser à tous les réalisateurs de l'époque qui sont faits du cinéma, genre Adrian Lyne, avec 9 semaines et demie, même Michael Mann ou Alan Parker, voire même en France avec Benex, la trilogie, le triplette Benex, Carax et Besson. Sont vraiment les enfants de ce film-là. C'est un film, paradoxalement, assez vraiment matriciel. Peut-être, effectivement... préciser quand même que il y a des séquences un peu dures, c'est pas non plus visible par tous, hein. Mais c'est pas non plus un film gore, c'est pas un film, il y a des effets comme ça très rapides, mais c'est surtout un film d'atmosphère. Ouais, c'est un grand film romantique, un grand film d'amour, c'est un film vraiment passionnant. Et effectivement, on parlait des frères Scott tout à l'heure. Moi, finalement, je pense vraiment que des deux, le plus influent, c'est Tony Scott, qui est décédé malheureusement au début des années 2010. Mais dans les années 80, il crée l'esthétique des années 80 avec Top Gun, après il y a Jour de tonnerre. L'esthétique des années 90, avec True Romance, avec Le Dernier Samaritain. Après, il s'est un petit peu perdu. Il a un film un peu moins intéressant à la fin des années 80. Et c'est un réalisateur qui est vraiment en train d'être découvert par la critique, qui avait adoré ces films genre Domino. Voilà, et c'est ça. Et on peut peut-être parler de la dernière partie de sa carrière où il a réalisé des films, des thrillers limite expérimentaux. Ouais, c'est ça. En fait, fou, hein. On découvre que c'était un vrai auteur, en fait. Ouais. Il avait toujours eu une image vraiment de tocard, de faiseur un peu gratuit, mais comme son frère aussi a toujours eu ce problème-là. C'est vraiment deux frères un peu mal aimés du cinéma mondial, mais Ridley Scott avait quand même plus de prestige, je trouve. Ouais, parce que lui, il enchaînait les grands trucs, mais c'était aussi des grosses baudruches de temps en temps, Ridley Scott. Alors que Tony, lui, il était vraiment dans le côté populaire. Ouais. Et c'est ça qui reste, en fait. Moi, je trouve que c'est vraiment lui, des deux, quelque part, le réalisateur le plus intéressant, paradoxalement. Donc à redécouvrir non seulement Les Prédateurs, mais toute la carrière de Tony Scott, hormis ses films les plus connus que vous avez sans doute déjà vus, comme Top Gun. Redécouvrez toute la carrière de Tony Scott. Pour résumer tout ce qu'on vient de dire avec un talent proprement vampirique, je dois dire, Les Prédateurs, c'est un film de vampire révolutionnaire, un voyage dans la fondation de l'esthétique des années 80, une Catherine Deneuve comme on ne l'a jamais vue. Envoûtant, mystérieux, sensuel, étrange, pervers, fascinant. Les Prédateurs. Voilà, il est temps pour nous de reprendre notre quête telle des chevaliers des temps modernes à la recherche du Graal cinématographique, en espérant vous avoir convaincu de découvrir Les Prédateurs disponibles sur Netflix. On se retrouve la semaine prochaine pour parler d'un film complètement différent. Salut Marc. Salut Yann, salut tout le monde. Et bonjour chez vous. Vous pouvez retrouver Cult Fiction sur les plateformes Deezer, SoundCloud, Pipa, Podcast Addict et Apple.